l'Indonésie. Un vaste archipel de forêts anciennes et de terres divisées par l'eau, où la vie prospère au milieu d'une violence constante. Sous l'humidité épaisse et la chaleur omniprésente, chaque créature qui habite ces îles survit sous une seule loi: tuer ou être tué. Ici, beauté n'est pas synonyme de tranquillité, c'est un piège. Les ombres sont denses, les arbres s'entrelacent jusqu'à masquer le ciel. Et le sol reste couvert de racines, de boue et des restes de tout ce qui n'a pas réussi à s'échapper. Pendant des millions d'années, l'isolement a façonné des espèces féroces, adaptées à chasser silencieusement et à disparaître sans laisser de traces. Parmi eux se trouve le tigre de Sumatra, un chasseur patient qui se déplace dans les sous-bois sans déranger une seule feuille avant de bondir avec la précision d'un bourreau. Plus loin, l'ours malais rôde, petit mais brutal, avec ses habitudes imprévisibles et ses griffes capables de déchirer un corps avec un minimum d'effort. Au-dessus de la canopée, les orangs-outans observent, silencieux, immauvais. Ils sont les sentinelles de la jungle, témoins des chasses, des chutes et des morts. Et sur les îles arides de l'Est, où la verdure cède la place à la pierre et à la terre craquelée, le dragon de Komodo règne en charognard et tueur. Prédateur patient, capable de traquer sa proie pendant des heures, certain qu'une seule morsure, imprégnée d'un venin mortel, suffira à la tuer. En Indonésie, l'erreur n'a pas sa place. Un bruit intempestif ou un pas maladroit peuvent sceller le destin de n'importe quelle créature. Bienvenue au cœur sauvage de ces îles. Ici, la vie se perpétue au prix du sang. Au cœur de la jungle des plus grandes îles d'Indonésie, la forêt se referme sur elle-même. L'humidité s'accroche aux larges feuilles. Le sol meuble s'enfonce sous chaque pas et la lumière filtre à peine à travers la canopée. Au milieu de cette obscurité chaude et suffocante se cache le prédateur le plus efficace de ces terres. C'est un animal solitaire qui tolère rarement la proximité d'un autre membre de son espèce. Il parcourt des distances considérables chaque nuit, suivant des pistes invisibles qu'il est le seul à reconnaître. Leurs territoires se chevauchent aux marges, mais chaque individu maintient un contrôle strict sur son espace vital. La jungle indonésienne, avec sa végétation dense et son climat variable, ne permet pas l'improvisation. Ceux qui survivent sont ceux qui connaissent chaque recoin du terrain, chaque refuge naturel. Le tigre de Sumatra, dernier représentant insulaire de sa lignée, se déplace silencieusement. Partout où il pose le pied, il laisse un avertissement de sa présence. Une marque verticale sur l'écorce, visible seulement pour ceux qui savent la chercher. Dans cet écosystème, leur journée commence au crépuscule. À mesure que la lumière décline, leur sens s'active. L'ouïe capte de faibles vibrations dans les sous-bois. L'odorat détecte la présence de proies invisibles à l'œil humain et la vue, adaptée aux ombres, dessine des contours là où d'autres ne perçoivent qu'une obscurité totale. C'est durant cette période qu'il parcourt ses itinéraires de chasse, inspecte les limites de son domaine et recherche de la nourriture. Leurs rencontres avec d'autres prédateurs sont rares. Ils ne rivalisent pas, ils ne partagent pas. Dans cet environnement fermé, chaque prise est trop précieuse et chaque erreur trop coûteuse. La jungle indonésienne exige de ces créatures un équilibre précis entre force, prudence et mémoire. Et ce félin a perfectionné cet équilibre au fil des générations. Là où d'autres chasseurs misent sur la rapidité ou la coopération, lui mise sur l'analyse de l'environnement et le timing. La densité de la végétation est son allié. Une simple dépression dans le sol peut suffire à le faire disparaître. Il ne se cache pas à la vue de tous. Il s'approche des sous-bois, tous ses muscles tendus, prêts à l'action décisive. Dans un instant suspendu, il fixe sa proie du regard. Sa patience est absolue, capable d'attendre sans hâte ni bruit. Alors que la victime traverse l'espace ouvert entre les arbres, le tigre saute avec une précision mortelle. Une griffe s'enfonce dans le cou. La proie frémit, un cri étouffé s'échappant de ses mâchoires avant que la force ne l'entraîne au sol. Le sang imbibe la terre humide. Après cette violence nécessaire, le tigre se retire. Le jour, il se repose dans des zones surélevées ou isolées, où le feuillage le protège de la chaleur étouffante. De là, il observe sans être vu.
ces déplacements diurnes sont rares et presque toujours délibérés. Mais c'est pendant la nuit, au moment de vérité, que tout se transforme. C'est durant ces heures que leur corps se transforme en une machine de survie parfaite. Leur proie, l'essence émoussée, repose en toute confiance, mais ce calme est un piège. Certains se dispersent sans savoir qu'ils pénètrent sur le terrain même où le prédateur se cache. Le tigre de Sumatra profite de chaque muscle tendu et de chaque fibre prête à exploser. La puissance concentrée de ses pattes arrière lui permet de charger avec une puissance dévastatrice sur de courtes distances, tandis que son corps flexible et agile glisse à travers les sous-bois avec une précision mortelle. Ses griffes acérées s'enfoncent fermement, comme des ancres qui le maintiennent ferme dans la bataille pour la vie. Mais de tous ces attributs, l'un d'eux se distingue des autres. La fourrure du tigre, contrairement à celle de ses cousins félins originaires d'autres continents, est sensiblement plus dense. L'humidité constante de la jungle nécessite de maintenir une couche de protection contre les infections, les frottements constants avec les branches et les parasites qui prospèrent dans cet environnement. Mais au-delà de cette fonction évidente, le motif de rayures sombres sur fond orange ne sert pas seulement à camoufler. Les lignes verticales, se brisant et se croisant parmi la végétation irrégulière, déforment la silhouette de l'animal. De loin ou dans l'ombre, ils rendent difficile la reconnaissance d'une figure complète. Pour les proies, ce qu'elles perçoivent n'est pas un corps en mouvement, mais plutôt une séquence de fragments sombres qui se fondent dans le sous-bois. Cela lui permet de se déplacer sur de courtes distances de manière presque invisible. Aucun autre grand félin n'a développé un pelage aussi efficace dans un environnement aussi saturé d'obstacles visuels. L'histoire de cette créature dans ces terres remonte à des temps anciens, issus de lignées qui dominaient autrefois de grandes parties du continent asiatique. Ce félin est arrivé sur les îles indonésiennes lors des migrations fauniques du Pléistocène, lorsque le niveau de la mer était plus bas et que des couloirs terrestres reliaient les plus grandes îles au continent. Progressivement isolé par la montée des eaux, il s'est adapté à des environnements de plus en plus petits et fragmentés, affinant son comportement solitaire et perfectionnant ses techniques de chasse dans des jungles denses. Dans cet environnement, l'animal a cessé d'être un chasseur de grands espaces ouverts et est devenu le maître absolu des coins les plus inaccessibles de la forêt tropicale humide. Mais ce qui distingue vraiment le tigre de Sumatra, c'est qu'il est le seul représentant de son espèce à survivre encore dans les fragments de forêt tropicale humide d'Indonésie. Bien que plus petit que ses cousins continentaux, il présente de nombreux avantages. Plus agile, plus discret et adapté aux déplacements dans les sous-bois denses, il est idéal pour ne laisser aucune chance à sa proie de s'échapper. Et dans la jungle des basses terres, près d'un cours d'eau caché parmi la végétation, il y a une opportunité de démontrer leurs compétences. Un cerf sans barre se déplace lentement, repoussant les branches avec sa poitrine et trempant ses sabots dans la boue molle. Il inspecte le rivage à la recherche de feuilles fraîches, inconscient du danger qui l'entoure. Chaque pas laisse des traces profondes sur le sol humide. Chaque mouvement produit un léger craquement végétal, et quelqu'un, caché, observe en silence. À plus de 30 mètres de distance, le tigre de Sumatra a déjà senti leur présence. Le vent charrie une traînée de sueur animale et de terre retournée. Sans se presser, le félin ajuste sa direction. Il longe une série de buissons bas et de troncs couverts de mousse. Son pelage sombre et rayé se fond dans son environnement. Entre fougères et racines, ses pas perturbent à peine la couche de feuilles sèches. La distance se réduit progressivement. Il n'y a ni exposition ni improvisation. Sa victime lève la tête, un bref instant d'alerte. Le tigre s'arrête. Il ne bouge pas d'un pouce. Oreilles du sambar se détendent à nouveau que le chasseur reprend sa marche. Désormais, à moins de 15 mètres, il utilise une légère dépression du sol pour cacher sa silhouette. Il s'aplatit contre le sol et, à partir de cette position, il étudie la direction appropriée pour agir. Chaque chasse est une séquence de décisions et à ce moment-là, le félin reconnaît le point exact où la végétation se rétrécit. Si le cerf le traverse, il aura un espace de manœuvre limité, c'est là que tu devrais attendre.
Patiemment, il traîne 2 autres corps vers lui, puis s'arrête. Le cerf s'approche. Lorsque la distance se réduit à un peu plus de 6 mètres, la bête entre en action. Avec ses pattes arrière, projetant tout son poids vers l'avant et utilisant ses griffes, il frappe le dos du cerf. Sa proie parvient à peine à émettre un gémissement. Le coup le projette sur le côté, entre des branches sèches. Son corps continue d'avancer, entraîné par une ultime impulsion aveugle. Le tigre ne s'arrête pas. D'une seule morsure précise au cou, il met fin à la vie du cerf instantanément, de sang-froid. Ce n'est qu'alors que le tigre relâche ses mâchoires et reste sur la carcasse pendant quelques instants. Il examine son environnement, toujours vigilant. Le corps sans vie gît parmi les racines. Le tigre se relève et commence à déplacer sa proie vers un refuge caché dans les sous-bois denses où elle pourra se nourrir sans être dérangée. Là, il consomme d'abord les parties les plus molles et les plus nutritives, les organes qui lui fournissent l'énergie nécessaire pour soutenir ses sorties de chasse. Une fois partiellement rassasié, il recouvre sa proie de feuilles et de brindilles sèches, une protection instinctive contre les charognards et les concurrents qui lui permettra de revenir se nourrir à nouveau lorsque l'occasion le permettra. Contrairement à d'autres grands prédateurs, le tigre de Sumatra ne partage généralement pas son territoire avec des espèces de taille et de capacités équivalentes. Depuis l'Antiquité, sa répartition naturelle se limitait aux forêts denses, aux marécages et aux jungles fragmentés de l'Asie du Sud-Est. Sumatra offre tout ce dont vous avez besoin. Un environnement de végétation dense qui permet des embuscades, un climat constant qui maintient les proies en mouvement et un terrain accidenté qui favorise les chasseurs solitaires. Là où d'autres félins dépendent de la vitesse et du travail coopératif, cet animal se déplace seul, sans alliés, dominant un territoire où chaque mètre carré de végétation peut cacher de la nourriture ou des menaces. C'est pourquoi cet environnement lui appartient. Il n'y a pas de forêt tropicale en Afrique, par exemple, avec la densité, l'humidité et le terrain instable requis par sa stratégie de chasse. Les prairies ouvertes, les savanes sèches et les territoires exposés sont le domaine des prédateurs sociaux qui dépendent des embuscades de groupes et de l'épuisement de leurs proies. Là, le tigre serait visible de loin. Il perdrait la capacité de s'approcher à moins de 10 mètres sans être détecté. Ses couleurs se détacheraient sur l'herbe sèche et sa nature solitaire le désavantagerait face aux groupes plus organisés. Dans ces conditions, sa capacité de survie physique serait incontestable. C'est un animal capable de chasser des proies de taille moyenne sans difficulté, même en compétition pour la nourriture. Mais sa stratégie de traque silencieuse, ses attaques à courte portée et son besoin de couverture végétale feraient de chaque tentative de chasse un risque inutile. Le terrain ne lui serait pas favorable et sans environnement pour dissimuler sa progression, la marge d'erreur serait réduite au point de devenir insoutenable. Sa force et sa dextérité lui confèrent un avantage naturel, mais la jungle dicte ses règles. Comparé aux autres grands félins, sa supériorité physique est indéniable. La musculature du tigre de Sumatra, proportionnellement à sa taille, surpasse celle d'un lion. Ses pattes avant sont capables de terrasser un animal de son poids d'un seul coup. Ses mâchoires exercent une pression plus forte que celle de tout autre félin de sa taille. Mais il n'a pas besoin de confrontation pour le prouver. Dans son environnement naturel, il n'a pas de concurrent. Il n'en avait pas lors de son évolution récente et il n'en a pas besoin aujourd'hui. La jungle le protège et, en même temps, exige de lui une perfection constante. C'est pourquoi Sumatra n'est pas un refuge facile. Dans ces vastes jungles, chaque tigre est solitaire par nature. Dès qu'il atteint la maturité, il abandonne tout lien avec ses pairs. Il n'y a pas de meute, pas de groupes familiaux, pas de coopérative de chasse. Chaque individu marque et défend son propre territoire et ne brise cet isolement que pendant les quelques jours où une femelle est en chaleur. Lorsque cela se produit, la jungle devient beaucoup plus dangereuse. Les femelles émettent des signaux olfactifs dans la végétation et la boue humide signalant leur présence. Les mâles, alertés par le vent, traquent ces messages invisibles. Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour une cour prolongée. Si le mâle trouve une femelle consentante, le contact a lieu immédiatement. Les copulations sont brèves, répétées sur plusieurs jours et toujours précédées de luttes, de morsures et de démonstrations de force. Le mâle mord le cou de la femelle pour l'immobiliser, une coutume qui, plutôt qu'un rituel,
est une nécessité pour contrôler un partenaire aussi agressif que lui. Durant cette période, les deux peuvent souffrir de plaies ouvertes et de déchirures. Les cicatrices sur les flancs et le cou des adultes témoignent de ces brèves alliances. Une fois le cycle fertile terminé, le mâle se retire. Il ne revient pas. Il ne participe pas à la protection des jeunes ni à leur alimentation. En fait, pour un mâle errant, tout chiot qui n'est pas le sien est un obstacle. Et s'il croise une portée, il peut la tuer pour forcer la femelle à entrer à nouveau en chaleur. Ainsi, dès qu'elle perçoit des changements hormonaux dans son corps, la femelle s'isole encore plus. Il recherche des zones de végétation impénétrables, proches de cours d'eau inaccessibles, et y établit son refuge. Les petits naissent après une gestation qui se déroule sans assistance. Ils naissent aveugles, sourds et totalement démunis. Simplement une boule de poils bien au chaud, ils dépendent entièrement de leur mère. Durant les premières semaines, la femelle reste à proximité. Elle chasse à l'affût, effectue de courts trajets et ramène ses proies à la tanière. N'importe quel petit animal, du singe sans méfiance au faon solitaire, peut devenir de la nourriture. La femelle abat sa proie avec une férocité qui laisse peu de place à la compassion. Un coup bien ciblé peut détruire sans effort la trachée de la victime. Durant cette période, il n'y a pas de patience pour la traque à long terme, seulement le besoin non négociable de préserver sa lignée génétique, quel qu'en soit le prix. En grandissant, les petits apprennent par l'observation. Dès 3 mois, ils commencent à accompagner leur mère dans divers déplacements, bien qu'ils soient encore inexpérimentés et totalement dépendants. Durant cette période, le risque est constant. La panthère nébuleuse rôde parmi les branches basses, capable d'abattre un petit en quelques secondes. Si un tel prédateur s'approche, la réaction de la mère est immédiate. Elle attaque avec une violence disproportionnée, même contre des ennemis plus imposants. Il ne prône pas un concept de progéniture, mais plutôt son seul investissement génétique dans un environnement où la perte d'une portée équivaut à des années d'attente. Mais le moment le plus critique survient lorsque les jeunes atteignent 1 an et demi. Capables de chasser des proies plus petites, ils commencent à chercher leur propre espace. C'est alors qu'ils abandonnent leur mère, sans cérémonie. L'apprentissage prend fin brutalement et la jungle impose sa loi. Certains meurent dès les premiers jours, incapables de marquer leur territoire ou de chasser efficacement. Ceux qui survivent le font en perfectionnant les mêmes techniques de traque et d'embuscade qu'ils ont observées durant leur enfance. Mais même dans la répétition, chaque individu adapte ses méthodes à sa condition, marquée par son sexe et son environnement. La différence entre mâles et femelles, au-delà de l'anatomie, s'exprime dans leurs habitudes. Le mâle parcourt de vastes zones, patrouille des frontières irrégulières et ne s'arrête pas pour les autres tigres. La femelle, plus prudente, évite les espaces exposés et se déplace le long des cours d'eau, protégeant ses petits et se nourrissant dans les zones à couvert dense. Dans son corps plus léger et sa fourrure plus adaptée aux zones humides et ombragées, on peut observer une stratégie différente, moins orientée vers la confrontation et plus vers la survie prolongée. C'est ainsi que se perpétue la lignée du tigre de Sumatra. Malgré l'absence de coopération et de structure sociale, sa survie dépend de la capacité de chaque individu à survivre, chasser et se reproduire seul. Une adaptation nécessaire en Indonésie en raison de la végétation dense et de la compétition pour les ressources dans l'un des écosystèmes les plus impitoyables de la planète. La violence n'est pas une ressource occasionnelle pour cette espèce, c'est une condition constante. Chaque génération survit grâce à la victoire de la précédente, et dans ces jungles, tout échec est coûteux. Et tandis que dans d'autres parties du monde, les grands prédateurs dépendent d'alliances ou de groupes organisés, ici, parmi les rivières troubles et la végétation dense de Sumatra, c'est la solitude armée de force et de précision qui maintient cette espèce en vie. Une vie fugace, pleine de tensions, où tout se résout par le sang et l'instinct sauvage. Sur les îles arides de l'est de l'Indonésie, où la jungle cède la place à un terrain aride et où la pierre nue remplace une végétation dense, règne un autre prédateur, plus âgé, plus patient et plus brutal. Dans la chaleur persistante, où le vent soulève la poussière et assèche la terre craquelée, le dragon de Komodo observe chaque mouvement de son environnement. Il ne court pas, il ne poursuit pas. Sa méthode est différente. Une seule morsure suffit.
Ses dents acérées et courbées, aux bords dentés comme des couteaux à steak, déchirent les tissus et déposent un venin mortel. La proie s'éloigne, blessée, inconsciente d'être déjà condamnée. Le poison paralyse lentement votre corps, tandis que la fièvre, l'infection et l'épuisement font le reste. Le dragon n'a pas besoin de risquer une poursuite. Il attend, tout simplement. Ce reptile n'existe que sur quelques îles. Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang et Padar. Dans ces territoires secs et inhospitaliers, où la végétation rampante et les arbres épars offrent peu d'ombre, ce lézard colossal domine sans rival. Aucun prédateur terrestre en Indonésie n'égale sa taille, sa force et son dangerosité. Où qu'il aille, aucun animal adulte ne peut se sentir en sécurité en sa présence. Il peut atteindre plus de 3 mètres de long et peser jusqu'à 90 kilos. Son corps robuste et bas, soutenu par des pattes massives aux griffes recourbées, se déplace avec une lenteur trompeuse, capable d'attaques soudaines à plus de 20 km à l'heure. Sa peau, rugueuse et bosselée comme l'écorce d'un vieil arbre, est constituée d'épaisses écailles, renforcées par de petits ostéodermes, de minuscules plaques osseuses cachées sous le derme qui fonctionnent comme une armure naturelle contre les morsures. Mais ce qui fait réellement du dragon de Komodo une menace totale n'est pas seulement sa force physique. À l'intérieur de sa bouche, cachée sous une langue fourchue qui détecte les odeurs dans l'air, se cache une combinaison mortelle de salive toxique et de bactéries agressives. Sa piqûre introduit des anticoagulants qui empêchent la coagulation du sang et des bactéries capables de provoquer de graves infections en quelques heures. Une proie qui reçoit sa morsure, même si elle parvient à s'échapper, est pratiquement condamnée. Le prédateur ne le poursuit pas immédiatement. Il le suit simplement à distance, guidé par sa langue fourchue, qui détecte les particules odorantes en suspension dans l'air. Il n'y a pas d'urgence. Tôt ou tard, vous retrouverez le corps inconscient ou déjà sans vie. Contrairement aux félins ou aux grands chasseurs sociaux d'autres régions, ce prédateur opère la plupart du temps seul. Cependant, plusieurs se rassemblent souvent autour d'une charogne abondante, comme les restes d'un grand herbivore tué ou d'un animal rejeté par la marée. Il n'existe pas de hiérarchie formelle. La priorité d'accès est déterminée par la taille et la violence. Lorsque des conflits éclatent, les combats de dragons sont brutaux. Et s'il y a une raison qui déclenche ces confrontations plus fréquemment et plus violemment que tout autre, c'est l'accouplement. Durant la saison de reproduction, les mâles se disputent les quelques femelles disponibles sur le territoire. Les combats sont des spectacles primitifs. 2 corps lourds se tiennent sur leurs pattes arrière, leurs torses se heurtant violemment, tandis que leurs griffes avant déchirent leur adversaire. Il n'y a ni rituel d'avertissement ni limite. Les blessures sont profondes, avec des déchirures qui ouvrent la peau et fracturent les os. Certains spécimens sont complètement mutilés après ces affrontements, témoignage de ces disputes. Le vainqueur parvient à s'emparer de la femelle, mais même dans ce cas, il n'y a aucune douceur. L'accouplement survient après avoir saisi la femelle par le cou, forçant le contact dans un acte purement instinctif. Cette violence, aussi naturelle que la lutte pour la survie, se reflète dans chaque détail de leur corps, modelé pour résister aux conditions les plus extrêmes. Chaque partie de son corps est conçue pour survivre dans des conditions extrêmes. Ses pattes avant, munies de longues griffes recourbées, sont capables d'attraper un sanglier vivant et de déchirer sa peau sans effort. Ses mâchoires, bien que dépourvues des crocs coniques d'un félin, ont des dents dentelées recouvertes d'une membrane gingivale qui se rétractent vers l'arrière comme des lames courbes. Cela leur permet d'arracher de gros morceaux de chair d'un seul coup sec. Contrairement à d'autres reptiles, leurs mâchoires ne sont pas conçues pour avaler une proie entière, mais plutôt pour la fragmenter rapidement et engloutir d'énormes morceaux. Le dragon de Komodo déchire et déchiquette de gros morceaux de chair et d'os et peut les digérer grâce à un estomac doté d'acides et d'enzymes puissants capables de décomposer même les tissus osseux les plus résistants, extrayant les nutriments dont il a besoin pour survivre. Les restes indigestes sont expulsés, laissant des traces évidentes du passage de ce prédateur implacable dans son environnement. Ainsi, rien ne se perd dans ce cycle sans fin de vie et de mort. Bien que sa démarche soit lourde et que ses mouvements semblent maladroits dans la chaleur de midi, lorsqu'il identifie une proie, il peut se transformer en un coureur rapide et silencieux.
Il utilise sa langue fourchue pour détecter les particules odorantes à plusieurs kilomètres de distance, s'orientant avec des mouvements latéraux de la tête qui amplifient la direction des odeurs. Une fois qu'il a localisé une victime viable, il réduit sa vitesse et s'approche à travers des zones de végétation basse. Les proies de grande taille et lentes, comme le cerf du Timor-Leste, lui permettent de s'approcher à quelques mètres avant de se lancer dans une charge brutale. Il n'y a aucun respect entre les dragons adultes. Les alliances ne sont pas reconnues. Le seul lien qu'ils établissent est une supériorité physique temporaire. Même les jeunes animaux sont en danger en présence d'adultes, car ces reptiles hyper-carnivores sont des cannibales opportunistes. Si un petit oiseau s'approche trop près pendant un repas, il risque d'être déchiqueté. Ils ne le font pas par faim désespérée, mais parce que toute opportunité de se nourrir est valable, même si elle vient de leur propre espèce. C'est pourquoi les jeunes passent leurs premières années à grimper aux arbres, à l'abri des leurs. La chaleur de l'après-midi s'installe sur les plaines arides de Rinka. L'air immobile transforme chaque pierre en brasier, et les feuilles poussiéreuses des arbres restent immobiles, sans un souffle de vent pour apaiser l'atmosphère. Un cerf timorais se déplace lentement dans les sous-bois craquelés. Son pelage pâle et rêche reflète le manque d'ombre, et chacun de ses pas laisse un léger nuage de poussière en suspension dans l'air. Leurs sabots recherchent les quelques parcelles de végétation verte qui survivent à peine près d'un ruisseau. Son corps tout entier tremble au rythme d'une respiration haletante. Des insectes voltigent sur son dos, s'accrochant à la sueur que l'animal ne peut retenir. Sans le savoir, vous entrez sur le territoire du plus grand prédateur de ces îles. À quelques mètres de là, caché parmi les rochers, un dragon de Komodo observe. Son corps immense repose à l'ombre, sa peau rugueuse se fondant dans la terre grise. Seule la langue fourchue apparaît, scrutant l'air, capturant des molécules invisibles qui trahissent la présence du cerf. Il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas nécessaire. Le reptile sait que tout ici repose sur la patience. Il se déplace lentement, traînant son poids sans perdre l'équilibre. Les muscles de ses pattes avant lui permettent des mouvements lourds mais réguliers, et ses griffes recourbées s'enfoncent dans la terre meuble à chaque pas. La distance se réduit. Le cerf reste distrait, le museau enfoui dans un amas de feuilles sèches, inconscient du corps bas qui glisse vers lui. En un instant, le dragon change de rythme. Il se lance dans une charge brève mais féroce. La vitesse que cache sa masse est révélée à cet instant précis. La distance se réduit en quelques secondes. Une griffe s'abat violemment sur le cerf, le projetant au sol. Avant qu'il puisse se relever, le dragon enfonce ses dents dans l'une de ses pattes arrière. La morsure déchire peau et muscles, et les toxines de sa salive contaminent instantanément la blessure. Le cerf, pris de panique, se relève péniblement et s'enfuit. Il s'enfuit dans les buissons, laissant une épaisse traînée de sang sur le sol. Le dragon le regarde s'éloigner, immobile. Maintenant, le prédateur suit simplement les traces, calmement, suivant la douce odeur du sang frais. Tous les quelques mètres, il tire la langue et réajuste sa trajectoire. La chaleur sèche le sang que le cerf laisse derrière lui, mais le dragon de Komodo ne perd pas sa trace. Les heures passent. L'après-midi laisse place à un crépuscule rougeâtre. Le cerf, épuisé, titube. L'infection a commencé à envahir son corps. Son sang ne coagule pas. La fièvre l'affaiblit. Il essaie de boire dans une flaque d'eau chaude, mais ses pattes ne peuvent plus supporter son poids. Le dragon apparaît alors, avançant hors de l'ombre, sa lourde silhouette projetée sur l'horizon. Le cerf tente à peine de fuir, mais cette fois, le prédateur ne lui laisse aucune chance. Un autre coup le fait tomber et la morsure se referme sur son cou. Les griffes déchirent son abdomen, ouvert par la blessure précédente. En quelques secondes, sa vie s'éteint. Le dragon commence par les organes mous. Il ouvre le torse avec ses griffes avant et enfonce son museau dans les viscères, arrachant des morceaux de foie et de poumons. Des morceaux entiers de chair sont arrachés par des secousses de la tête, et leurs dents dentelées agissent comme des lames courbées. Il avale rapidement d'énormes fragments, de petits os, des bandes de muscles, le tout disparaissant dans sa gorge dilatée. D'autres dragons, attirés par l'odeur, commencent à s'approcher. Mais aucun ne s'approche trop près. La taille de ce spécimen impose le respect. L'un des plus jeunes s'approche prudemment. L'adulte le salue d'un mouvement de queue, ce qui le repousse aussitôt.
Le plus petit abandonne et s'en va. Le cadavre rétrécit rapidement, ses os sont exposés puis disparaissent. Alors que la nuit tombe sur l'île, il ne reste aucune trace de sa victime. Pas de peau, pas d'os, pas d'empreinte. Dans ce fragment d'Indonésie, le dragon de Komodo ne se contente pas de chasser. Il consomme jusqu'à ce que toutes les preuves soient effacées. C'est ainsi qu'il a survécu pendant des millions d'années. Grâce à sa patience, sa force et une violence qu'aucune autre créature terrestre n'a jamais pu égaler. Dans les confins humides et denses des forêts tropicales de Bornéo et de Sumatra, les ombres glissent sur des racines tordues et des sols couverts de feuilles en décomposition. Parmi les cimes des arbres, à des dizaines de mètres du sol, se déplace avec une lenteur calculée l'un des primates les plus étranges et les plus uniques que la nature ait jamais générés. C'est un animal lourd, recouvert d'un pelage rougeâtre qui tombe en longues mèches sur ses épaules et son dos. Ses mouvements sont méthodiques, chaque bras tendu, tendant la main vers des branches épaisses avec la certitude de quelqu'un né pour ne pas toucher le sol. L'orang-outan est le seul grand singe d'Asie et, dans cet environnement, sa forme est reconnaissable entre toutes. Un mâle adulte peut facilement dépasser 1,5 mètre de hauteur et peser jusqu'à 90 kg. Ses larges épaules, ses bras d'une longueur disproportionnée, capables de s'étendre sur plus de 2 mètres d'un bout à l'autre, et l'abondante fourrure cuivrée qui recouvre son corps le distingue de tous les autres primates de l'archipel. Contrairement aux gorilles africains, leur corps n'est pas fait pour parcourir le sol en meute. Leur place est en hauteur, là où ils règnent sur les branches. Bien que son régime alimentaire soit principalement végétal, il profite des fruits riches en calories et des pousses tendres, et son métabolisme lent lui permet de maintenir sa grande taille sans avoir besoin de perdre du poids. Ces adaptations se reflètent également dans leurs caractéristiques physiques les plus distinctives. Les mâles adultes ont des plaques faciales aplaties et charnues qui s'étendent sur les côtés du visage comme des disques de chair durcie. Tous les mâles ne les développent pas, mais ceux qui le font contrôlent les meilleurs territoires. Symbole de maturité, de domination et d'accès aux femelles, ces plaques intimident les rivaux et amortissent les chocs lors des chutes de grande hauteur, dispersant l'impact latéralement et protégeant la tête en cas d'accident. Sous son épais pelage roux, sa peau sombre laisse apparaître des signes d'humidité constante. Ses mains avides agrippent fermement les branches, ses longs doigts musclés maîtrisant l'art de tenir et de manipuler avec une délicatesse surprenante. Ses pieds, presque aussi habiles que ses mains, lui permettent de se déplacer en toute sécurité entre les cimes des arbres, maintenant son corps suspendu alors qu'elle semble défier la gravité. Bien qu'il marche rarement debout, lorsqu'il le fait, ses bras sont étendus comme des contrepoids, équilibrant précisément chaque pas qu'il fait parmi les branches de la forêt. Le régime alimentaire de ces primates se compose principalement de fruits mûrs, de jeunes feuilles et d'écorces. Cependant, ils consomment également des insectes, des pousses et, occasionnellement, des œufs d'oiseaux. L'abondance de nourriture détermine le rythme de leur déplacement. Pendant la saison sèche, lorsque les arbres fruitiers se font rares, ces primates parcourent de longues distances à la recherche de figues et de durians. Dans les tourbières et les mangroves, le sol meuble permet la croissance de racines comestibles, mais le déplacement par voie terrestre est toujours un dernier recours. Contrairement aux autres grands primates, les orangs-outans sont solitaires par nature. Les rencontres entre adultes sont sporadiques et tendues, reflétant une compétition constante pour le territoire et l'accès. Seules les femelles avec leurs petits forment un lien qui dure des années. Ils se déplacent tous les deux ensemble, partagent nourriture et abri, et c'est la mère qui apprend à sa progéniture comment se déplacer, quels fruits éviter et quelles branches sont sûres. Ce lien peut durer jusqu'à 8 ans, l'une des plus longues périodes de dépendance parmi les mammifères terrestres. En dehors de ce lien maternel, les interactions entre orangs-outans sont limitées et fugaces. Dans les zones de forêt dense, certains individus peuvent tolérer la proximité des autres pendant les périodes d'abondance, partageant les arbres fruitiers sans conflit majeur. Mais il n'y a pas de meutes organisées, ni de hiérarchie sociale complexe. Le seul lien permanent est celui qui existe entre la femelle et sa progéniture. Bien que leur vie sociale soit limitée, leur comportement reflète une adaptation précise à l'environnement.
Les orangs-outans utilisent des nids surélevés pour dormir, construits à différentes hauteurs dans la canopée, sélectionnant des branches à la fois fermes et flexibles. Cette sélection minutieuse assure la stabilité et la durabilité de l'abri, une pratique qui les aide à éviter les prédateurs comme l'insaisissable panthère nébuleuse et réduit la présence de parasites qui pourraient s'accumuler à un seul endroit. Ces abris temporaires sont de véritables œuvres d'ingénierie instinctive, méticuleusement conçues pour résister aux pluies tropicales imprévisibles et au poids pouvant atteindre 120 kg qu'un orang-outan adulte peut atteindre. La dextérité manuelle dont ils font preuve dans la fabrication de leurs abris se manifeste également dans d'autres facettes de leur vie quotidienne. Leur capacité à manipuler des objets et à utiliser des outils simples les distingue encore davantage, car ils utilisent des feuilles comme des parapluies et des branches fines pour extraire le miel des ruches. Malgré cette aptitude, l'orang-outan préfère éviter les confrontations violentes. La force brute est réservée exclusivement aux affrontements entre mâles rivaux pendant la saison des amours. Comme dans tout dans sa vie, la prudence pèse plus que la confrontation. Dans les forêts de Bornéo, où chaque mouvement peut faire la différence entre la survie et un accident mortel d'une hauteur de 30 mètres, chaque orang-outan apprend dès son plus jeune âge à lire la jungle pour distinguer la souplesse des branches, interpréter les sons qui viennent des profondeurs du feuillage et détecter la présence de prédateurs avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est dans l'un de ces décors, caché au cœur d'une mangrove, qu'une mère orang-outan transmettra à sa progéniture les connaissances nécessaires pour survivre dans ce monde vertical et fragile. Un apprentissage silencieux où chaque geste peut signifier la vie ou la mort. L'humidité s'épaissit entre les arbres à la canopée généreuse. Tout là-haut, là où les branches s'entrelacent, formant des couloirs naturels à des dizaines de mètres du sol, une femelle orang-outan se déplace lentement. Ses longs bras musclés supportent le poids de son corps lourd, recouvert d'une fourrure cuivrée qui tombe comme un rideau sur ses épaules. À côté d'elle, à quelque distance, un jeune veau la suit. Ses mouvements sont incertains, pour le moment trop maladroits comparés à ceux de sa mère. La femelle s'arrête devant un nid d'abeilles encastré dans la fourche d'un tronc épais. Le bourdonnement persistant de dizaines d'abeilles résonne autour d'elle, mais elle n'hésite pas une seconde. Dans sa main droite, il tient une fine branche qu'il a cassée dans un buisson voisin. Avec sa pointe, il sonde la structure cireuse, perce une de ses chambres et extrait une portion dense de miel collée au bois éclaté. Elle le porte lentement à sa bouche. Les abeilles l'entourent, picorant sa fourrure, mais sa peau épaisse, abîmée par des années d'exposition à cet environnement, et sa fourrure dense agissent comme une défense naturelle. Depuis une branche plus basse, le jeune observe en silence. Il observe chaque mouvement, la façon dont la mère tient la branche, la précision avec laquelle elle vise, la façon dont elle évite de casser la structure et n'extrait que ce qui est nécessaire. Il n'y a ni mots, ni gestes apparents. Juste une transmission de savoir transmise de génération en génération dans cette forêt tropicale. Lorsque la femelle s'éloigne, le couvain descend, non pas vers le rayon, mais vers le sol. Il sait, par instinct et par apprentissage, qu'il n'a pas encore la force ni la compétence pour atteindre les sommets en toute sécurité. Il trouve une fourmilière à la base d'une bûche tombée et, à l'aide d'un cure-dent de fortune, il plonge la pointe dans l'ouverture et la retire, couverte d'insectes. Il est maladroit. Il en laisse tomber plusieurs, se laisse distraire et tient mal la branche. Mais il parvient à en mettre quelques-unes dans sa bouche. Ce n'est pas suffisant pour nourrir toute une journée, mais c'est la première tentative. Et dans cet environnement, la survie dépend de chaque leçon apprise. Mais la routine des deux spécimens n'est pas aussi paisible qu'elle le paraît. Un grincement bas et profond provient d'une zone de végétation dense à des dizaines de mètres de l'endroit où il se trouve. Parmi les feuilles tombées, une silhouette sinueuse glisse. La peau tachetée d'un python réticulé se détache parmi les ombres. Ce n'est pas une menace mortelle pour une femelle adulte, mais un bébé orang-outan est une proie possible. Le serpent se déplace lentement, testant le sol. La femelle descend à mi-hauteur et se redresse. Ses bras pendent lourdement le long du corps, mais son corps reste droit et imposant. De sa poitrine, il émet un son grave et guttural, un écho vibrant qui se propage parmi les arbres. Le python s'arrête. La taille de l'orang-outan, sa posture droite et la vibration sourde du son qu'il émet suffisent.
Ici, l'énergie est gérée avec sagesse. Une attaque coûteuse contre une femelle adulte ne vaut pas le risque. Le reptile se glisse dans les sous-bois. Il abandonne. Prudemment, la femelle et son petit remontent vers la sécurité des hauteurs. Chaque mètre gagné réduit le risque. Il s'arrête sur une large branche où les feuilles filtrent la lumière de l'après-midi. La fourrure emmêlée et les yeux sombres du veau se perchent sur les plus hautes cimes des arbres. C'est une expression neutre, sans surprise ni peur évidente. Ici, tout se résume à cela. Apprendre à ne pas mourir avant son heure. La jungle semble immuable, mais la vie continue au-delà, changeant de rythme et de décor. Dans les plaines ouvertes de l'intérieur de l'Indonésie, où les rivières se jettent dans des plaines peu profondes et où la végétation est basse et clairsemée, une silhouette avance avec une lenteur remarquable. Avec son long cou et son plumage pâle, le héron de l'Est marche prudemment sur les eaux calmes. Leurs longues jambes nues semblent faites exactement pour ce travail. Des orteils allongés qui répartissent leur poids sur la boue et les pierres submergées, les empêchant de s'enfoncer ou de perturber la surface. La patience a été son outil le plus précieux à travers les générations. Leurs yeux, adaptés pour détecter de faibles éclairs sous l'eau, suivent les mouvements des petits poissons qui se cachent parmi les racines submergées. Il sait attendre. Le héron discerne la vibration juste, le reflet précis, et lorsque cette microseconde arrive, sa tête s'élance avec une précision indéniable. La mâchoire se ferme violemment. Un poisson argenté, petit mais suffisant, flotte dans son bec. Dans ces lieux, aucune erreur n'est permise. D'énormes crocodiles effrayants, furtifs et couverts de boue surgissent sans prévenir. Lorsque l'un d'eux sort son museau d'entre les roseaux voisins, le héron perçoit immédiatement un signal ancestral, un instinct chimique qui s'active, l'alertant d'un danger imminent. Il déploie ses ailes, plane en douceur et parcourt plusieurs centaines de mètres jusqu'à une zone dégagée et sans danger où il reprend son voyage, toujours vigilant et infatigable. Au-delà de ses ailes, sa plus grande vertu réside dans sa relation avec la terre. C'est un oiseau, mais il préfère marcher. Le terrain plat, dépourvu de haute végétation, lui permet de maîtriser totalement son environnement. À partir de là, il anticipe les dangers, calcule les voies d'évacuation et sélectionne ses proies. Il préfère le sol car il a plus de possibilités de s'y nourrir et de se déplacer avec précision que depuis les airs, où ses mouvements seraient plus limités et exposés. Lorsque les ombres s'étendent et que l'eau se teinte d'ocre et de violet, tout change. C'est le moment où les reptiles quittent leur cachette et où l'air se remplit d'insectes errants. Le héron sent qu'il ne doit pas rester là plus longtemps que nécessaire. Avec des mouvements mesurés, il glisse vers une zone de végétation dense où un vieil arbre, à la couronne large mais basse, lui sert de refuge. Avec des mouvements mesurés, il glisse vers une zone de végétation dense où un vieil arbre, à la couronne large mais basse, lui sert de refuge. Ses petits l'attendent dans un nid parmi les branches. Leurs yeux, encore immatures, parviennent à peine à suivre les mouvements de leur mère. Le héron atterrit, inspecte les environs et dépose délicatement les poissons qu'il a apportés avec lui. Les premiers jours, la nourriture arrive régurgitée. Plus tard, elle sera reçue entière. Le petit pousse un cri aigu et grave, exigeant davantage. Mais ça suffit pour ce soir. Le lendemain, dans un creux abrité, à peine visible parmi les branches d'un arbre bas et tortueux, réside le poussin. Ses yeux, encore recouverts d'une fine membrane translucide, plissent sous la lumière filtrant à travers les feuilles. Son faible duvet emmêlé suffit à peine à protéger son corps de l'air humide qui monte de la rivière. Cette fois, sa mère arrive tôt. Elle descend sans prévenir, replie doucement ses ailes et observe les environs avant d'atterrir. Lorsqu'il est sûr que rien ne se cache, il dépose le poisson parmi les roseaux secs du nid. Le bébé s'agite. Il émet un cri court, aigu et fragile. Le héron répond en inclinant son cou, touchant à peine la tête de sa progéniture avec le bout de son bec. Le contact est bref et précis. Le héron saisit le poisson, l'approche et, par des mouvements adroits, le positionne au bon angle. Sans résistance, les alevins avalent le poisson entier. Le processus est lent, maladroit, mais efficace. Pendant quelques minutes, la mère et le fils restent immobiles. Le héron lève la tête et fixe son regard vers l'horizon. Bien qu'elle paraisse calme, chaque fibre de son corps est à l'affût du moindre signe de danger. Elle est toujours attentive à son environnement.
Entre les ombres de la forêt tropicale, quelque chose se glisse silencieusement. Un serpent se déplace prudemment parmi les racines et les bûches tombées, évitant de s'approcher trop près du nid. Il sait que la présence du héron et sa vigilance constante constituent un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. Le héron ne quitte pas son perchoir. Il déploie légèrement ses ailes, serrant son petit contre son corps. Le rythme de la jungle devient plus profond, plus dense. Les sons aigus du jour s'estompent, laissant place aux murmures étouffés de la nuit. Au-dessus de leur tête, les derniers oiseaux errants traversent le ciel et au bord de l'eau, les insectes se rassemblent en nuages éphémères. C'est le moment où la jungle change de visage. Le calme ne signifie pas la paix, il signifie la vigilance. Toute créature qui survit ici le sait. Le héron, fermement installé dans son refuge, veille sur le reste de ses petits. Le clair de lune filtre à travers les feuilles, dessinant sa silhouette sur le fourré. Pour l'instant, le calme règne dans cette partie de la forêt, tandis qu'ailleurs, la vie continue de s'installer et de revendiquer des territoires. Ici, pour ce soir, tout reste en équilibre. Au plus profond de la forêt tropicale indonésienne, où l'humidité enveloppe chaque recoin et où la lumière du soleil filtre à peine à travers une canopée impénétrable, se dressent les géants silencieux de la forêt. Ce sont des arbres de la famille des Dipterocarpaceae, des géants qui dépassent les 80 mètres de hauteur et dont la vie se déroule au rythme lent et constant de la terre elle-même. Ce ne sont pas seulement des arbres. Ce sont les piliers d'un écosystème soutenu par leurs branches et leurs racines, les gardiens d'un réseau complexe de vie qui palpite autour d'eux. Avec une cadence qui défie la mémoire, la jungle attend un moment unique dans la vie de ces arbres. Les Dipterocarpacées, après de longs cycles de croissance et de maturité, synchronisent une floraison massive. Pendant des semaines, les branches se couvrent de minuscules fleurs qui se transforment en milliers de graines, qui tombent en masse sur le sol de la forêt. Ce phénomène transforme la forêt en un festin temporaire, modifiant la dynamique de centaines d'espèces qui dépendent de cette abondance. Dans un écosystème où chaque ressource est limitée, cette explosion de nourriture redéfinit momentanément les règles de survie. Les arbres deviennent des fournisseurs inattendus pour les habitants de la forêt. Parmi eux, le macaque à longue queue se déplace avec agilité entre les branches, appréciant chaque fruit et chaque graine qu'il peut récolter. Pour ce primate, le diptérocarpe n'est pas seulement une source de nourriture temporaire, c'est aussi un refuge sûr dans un monde où les menaces rôdent constamment au sol et dans les airs. Les branches entrelacées servent de maison et le feuillage dense est un bouclier insurmontable contre les prédateurs. En profitant de cette abondance de ressources, le macaque contribue indirectement à la dispersion des graines, les transportant à travers la forêt, semant de nouvelles opportunités de vie pour les futures générations d'arbres et, avec elles, pour toute la forêt. La relation entre le diptérocarpe et le macaque va au-delà du simple acte de consommation. C'est un échange vital qui soutient le tissu de la forêt tropicale. Durant ces journées, le sol est recouvert d'un tapis vivant de feuilles mortes et de fruits, attirant d'autres créatures de la forêt, des oiseaux insectivores aux petits mammifères qui saisissent chaque occasion pour renforcer leurs réserves. L'énergie rayonnée par cet événement résonne dans tout l'écosystème, une symphonie de vie dans laquelle chaque participant joue un rôle irremplaçable. Dans cette jungle, où chaque geste peut signifier survie ou perte, des singes diptérocarpes géants et des macaques à longue queue révèlent une danse ancienne, une alliance qui défie le temps et maintient vivante l'essence du cœur vert de l'Indonésie. Dans la partie la plus dense de la jungle de Sumatra, sous une canopée si dense que la lumière touche à peine le sol, émerge une figure qui semble sculptée par le temps lui-même. Le calao, un oiseau au plumage sobre et au bec surdimensionné, vestige vivant d'époque où des créatures encore plus colossales dominaient ces terres. Cet habitant de la haute canopée, l'un des plus anciens et des plus singuliers de ces forêts, déploie des ailes courtes et robustes qui le maintiennent proche de son territoire habituel. Il connaît chaque arbre, chaque clairière et chaque fente de l'écorce, se déplaçant de branche en branche pour cueillir le fruit le plus haut avec son bec léger et énorme,
soutenu par une structure osseuse creuse qui lui permet de manœuvrer avec précision. Bien que souvent comparé au toucan d'Amérique du Sud en raison de son profil frappant, le calao appartient à une lignée distincte et beaucoup plus ancienne, dont les ancêtres coexistaient avec des reptiles géants. Aujourd'hui encore, il conserve certains de ses traits primitifs. Un vol puissant, bien que court, une capacité vocale profonde et gutturale qui pénètre le fourré, et un comportement social qui alterne entre la solitude d'un chasseur et la fidélité obstinée d'un partenaire. Pendant la saison de reproduction, les femelles pénètrent dans des cavités naturelles des arbres plus anciens. Là, scellées par leur partenaire avec de la boue et des fragments de plantes, elles restent des semaines sans en ressortir, protégées des prédateurs et exposées uniquement à la fidélité du mâle, qui les nourrit par une étroite fente. Mais en dehors de la saison des amours, ces oiseaux se rassemblent en petits groupes, non pas tant pour la socialisation que pour des raisons pratiques. Réunis dans les clairières de la jungle, ils restent à l'affût de la moindre opportunité. Et cet après-midi, la forêt leur offre une de ces rares occasions. D'une grotte, un flot de roussettes s'élève. Elles sont des milliers. La faible lumière du crépuscule effleure à peine leurs ailes, tandis qu'elles emplissent l'air d'un murmure aigu et persistant, un appel inimitable adressé à tous, en particulier aux grands prédateurs des environs, qui voient dans cette situation chaotique une opportunité. Un faucon s'élève dans le ciel, profitant de la confusion ambiante. Il plane calmement, observant chaque mouvement parmi la nuée de chauves-souris émergeant de la grotte. Avec une précision mesurée, il fond sur l'un des animaux aux mouvements erratiques. Ses serres l'agrippent fermement, tandis que son bec lance l'attaque. La volée se disperse, l'air se remplit de mouvements et d'ombre. Le faucon se pose sur une branche proche et, de ses serres fermes, commence à étriper une petite chauve-souris. Les calaos observent en silence, immobiles, leurs yeux ambrés suivent chaque mouvement, chaque battement d'ailes. Ils n'interviennent pas, tandis que les autres faucons réclament leur part. Mais ils savent que le tumulte laisse derrière lui des proies blessées, des corps sans maître qui tombent parmi les branches. Alors que les autres faucons s'envolent satisfaits, les calaos descendent. Ce ne sont pas des prédateurs par excellence, mais la jungle ne se laisse pas aller à un régime alimentaire rigide. Ils dévorent des restes, déchirent des ailes et des fragments mous et se disputent leur proie avec leur bec recourbé. C'est un festin bref, un répit dans une vie dictée par les opportunités. Malgré leur taille et leur habileté, les calaos manquent d'atouts dans l'obscurité. Leurs yeux, adaptés à la lumière fragmentée de la cime des arbres, s'émoussent lorsque la forêt plonge dans l'obscurité. Leurs ailes, conçues pour les courtes distances entre les arbres, perdent de leur efficacité lors de vols prolongés ou sans repère visuel. Ainsi, lorsque l'obscurité commence à tomber, ils savent qu'ils doivent battre en retraite. Retarder leur ascension les exposerait à des dangers qu'ils ne peuvent ni anticiper ni éviter. Hiboux, civettes et serpents arboricoles profitent de ces instants de transit et de désordre pour faire des victimes sans méfiance. Un à un, les calaos s'envolent vers les hautes branches, cherchant refuge avant que les chasseurs nocturnes ne réclament leur récompense. Là, cachés parmi les feuilles denses et les branches robustes, ils passent les heures les plus denses de la forêt, immobiles, réduisant tout mouvement, attendant le retour de la lumière. La forêt, imperturbable, préserve ses rituels, ses alliances momentanées et ses règles ancestrales. Et dans sa sombre toile, chaque créature occupe la place que l'adaptation, la ruse et la nécessité lui ont conférée. L'humidité s'accumule comme un voile épais sur les racines tordues et les feuilles tombées, tandis que l'air, lourd d'arômes terreux et de végétation vibrante, enveloppe chaque recoin de la forêt tropicale des basses terres de Sumatra. La lumière filtre à peine à travers une canopée dense où les sous-bois s'entrelacent dans un réseau dense de vignes et de troncs couverts de mousse, créant un silence profond rompu seulement par le murmure lointain d'une rivière. C'est dans ce décor primitif, où l'humidité s'accroche à toutes les surfaces et où l'air épais permet à peine de respirer, qu'une silhouette dense et sombre s'avance parmi les vignes. Il s'agit du rhinocéros de Sumatra, une relique vivante des temps anciens. Dans le coin le plus inhospitalier de l'Indonésie, où peu de créatures osent fouler ces sentiers cachés, cet énorme animal maintient son refuge, protégé par l'épaisseur et le silence ancestral de la jungle.
De toutes les espèces qui peuplent ces forêts, rares sont celles qui conservent une physionomie aussi ancienne. Le rhinocéros de Sumatra atteint à peine 1,30 m de hauteur au garrot et pèse environ 800 kg. Son corps compact, recouvert d'une peau épaisse et plissée, est conçu pour se déplacer sur un terrain instable et couvert de végétation. Une particularité le différencie de ses parents africains et des autres rhinocéros asiatiques. Ses cornes sont courtes et courbées. Ils ne sont pas dressés comme des armes d'apparat, ni destinés à inspirer le respect de loin. Ce sont des outils fonctionnels façonnés au fil des générations pour fendre la végétation dense. Dans cet environnement de passages étroits et de mauvaise visibilité, une longue corne serait un obstacle, un inconvénient que l'évolution a affiné jusqu'à ne laisser que ce qui était nécessaire à la survie. La force, la maniabilité et la capacité de se frayer un chemin là où d'autres seraient piégés. Alors qu'il avance, son nez capte une odeur familière, une trace chimique qui révèle la présence récente d'une femelle dans la zone. Il s'approche d'un tronc érodé, frotte son flanc contre l'écorce et dépose une sécrétion acide, un signal persistant qui voyage avec le vent et peut trahir sa présence sur des kilomètres. Dans les jours suivants, il reviendra au même endroit, renforçant sa marque jusqu'à ce que la femelle réponde enfin. Chaque jour, il répète le même rituel. Il ne revendique pas de territoire, ne cherche pas à s'imposer. Sa survie dépend de sa capacité à se déplacer dans un couvert dense, où la végétation basse lui offre nourriture et ombre. Il trouve des feuilles tendres, des racines apparentes et des pousses humides dans les zones ombragées. Contrairement aux grands félins, ils n'ont pas besoin de viande pour survivre. Leur système digestif, adapté au traitement de la cellulose présente dans ces plantes tendres, leur permet de profiter d'une nourriture abondante et constante. Arrivés dans une zone basse, où les arbres sont entrelacés et la lumière est presque inexistante, ils s'arrêtent. Le sol, noirci par l'humidité, porte les traces fraîches d'un autre animal. Ce sont des marques profondes et récentes. L'odeur de la boue remuée révèle ce que la vue ne peut révéler. Un autre rhinocéros est passé quelques minutes plus tôt. Ici, les affrontements entre mâles adultes se terminent mal. Pas d'avertissement, pas de parade, juste la charge et l'affrontement. Et dans un fourré où la marge de fuite est minime, chacun se fie à son instinct pour éviter les conflits inutiles. Sans plus attendre, il change de cap vers une zone plus élevée, où le sol reste sec et la végétation dense étouffe tout bruit. Ainsi, la mémoire des lignées anciennes, des créatures qui partageaient autrefois cette île, est préservée sur son passage. Ce n'est pas une lâcheté. C'est juste la façon d'agir qu'exige cet environnement impitoyable pour survivre. Dans la jungle de Sumatra, où les règles changent à chaque tombée de la nuit, le rhinocéros survit parce qu'il a appris à interpréter chaque signe, à reconnaître chaque trace et à se fondre dans la nature environnante. Dans ces vastes terres d'Indonésie, les règles sont différentes. Ici, l'échelle n'est pas synonyme de menace et l'apparence n'anticipe pas une brutalité excessive. Dans ces mangroves, de minuscules créatures affichent la férocité de géants et de grands prédateurs ont dû s'adapter aux limites d'une terre exigeante. C'est un territoire où rien n'est ce qu'il paraît. Parmi les branches denses de la jungle, un félin se déplace sans bruit. À première vue, sa silhouette ressemble à celle d'un chat domestique. Pourtant, chaque muscle de son corps est conçu pour la chasse. Il se déplace avec la précision d'un prédateur qui connaît la valeur du silence. Ses pattes coussinées effleurent à peine les feuilles sèches et sa fourrure tachetée et duveteuse se fond dans la texture cassante de l'écorce et les ombres. C'est le chat marbré, l'un des carnivores les plus insaisissables et les plus adaptés de ces jungles d'Asie du Sud-Est. Avec un peu plus d'un demi-mètre de long et un poids inférieur à 7 kg, ce félin a réussi ce que ses concurrents plus grands ne peuvent pas faire, devenir pratiquement invisible. Sa fourrure, couverte de taches irrégulières et dépourvue de motifs prévisibles, estompe ses contours parmi les éclats fragmentés d'ombre et de lumière. On n'y trouve ni ligne verticale ni rayure définie comme celle d'un tigre. Ici, le camouflage n'a pas pour but d'imposer le respect, mais plutôt de se fondre dans l'enchevêtrement de la végétation. Chaque détail de son corps est conçu pour se déplacer furtivement et avec précision dans un monde tridimensionnel. Sa longue et épaisse queue dépasse parfois la longueur de son corps. Ce n'est pas seulement une décoration. Cela lui permet de garder l'équilibre en grimpant et, contrairement à la plupart des félins,
de descendre la tête la première sans perdre son équilibre. Il peut pivoter sur lui-même et changer de direction à mi-saut. Dans cet environnement où la chasse prospère parmi les hautes branches et les racines humides, cette capacité constitue un avantage tactique redoutable. Il est méthodique et nocturne. L'obscurité le protège et accroît ses possibilités. Ses yeux, adaptés à l'ombre, sont dotés d'une couche réfléchissante appelée tapetum. Lucidum, qui double la quantité de lumière captée par la rétine, lui permettant de distinguer avec précision les mouvements minimes dans l'obscurité de la jungle. Pendant la journée, la lumière directe est inconfortable et limite sa précision visuelle, mais l'ombre presque constante de la canopée dense lui permet de se déplacer en toute sécurité lorsque cela est nécessaire. Cette adaptation en fait un chasseur efficace dans la semi-obscurité tropicale. Dans l'un de ces moments où l'obscurité enveloppe la jungle, le chat tacheté se cache silencieusement. Depuis une fourche élevée, il observe attentivement une proie sans méfiance perchée sur une branche basse. Tous ses muscles restent immobiles. Ses yeux sont fixés sur la proie. Il descend lentement, tenant le tronc avec ses pattes arrière, et avec sa patte avant droite, teste l'équilibre de la branche sur laquelle l'oiseau se repose. Lorsqu'il est à quelques centimètres, il émet un grognement sourd, une vibration gutturale qui résonne dans le silence. La victime, paralysée, le fixe du regard, et à cet instant le félin frappe. La mort est immédiate, effective. Malgré ses griffes acérées et sa morsure précise, ce félin n'a pas besoin de grosses proies pour survivre. Son régime alimentaire varié se compose de petits rongeurs, d'oiseaux et de fruits, ce qui lui permet d'entretenir sa discrétion et son agilité. C'est un chasseur méticuleux dont la force réside dans la patience et la discrétion, et non dans la brutalité. Alors que la forêt continue de respirer sous la canopée impénétrable, à quelques kilomètres de là, parmi les arbres tombés et les sous-bois denses, un animal d'apparence complètement opposée avance d'un pas ferme. Il ne mesure pas plus d'1 mètre et pèse un peu plus de 40 kilos, mais sa présence transmet une combinaison indubitable de force contenue et de furtivité, typique de l'ours malais, le souverain silencieux de ses coins oubliés. Sa petite taille n'est pas une anomalie. C'est une réponse à son environnement. Des générations de pénurie et de concurrence l'ont contraint à concentrer sa force dans un corps compact. Malgré sa stature, il conserve encore la férocité et les capacités sensorielles de ses ancêtres géants, tout ce qui est nécessaire pour finalement atteindre les sommets de ses origines. Cet héritage évolutif se traduit par des adaptations uniques qui lui permettent de dominer les couches inférieures des forêts denses et humides. Son odorat détecte de minuscules proies dans les troncs pourris, et sa langue extensible extrait les larves et les termites des crevasses inaccessibles aux autres prédateurs. Pour survivre dans cet environnement hostile, son corps est également équipé de défenses physiques. Sa peau épaisse et lâche lui permet de se rouler sur le dos s'il est attrapé. Une défense primitive contre les morsures et les griffes. Sa fourrure courte et dense le protège des insectes et de l'humidité constante du sol. Désormais, son odorat capte quelque chose de plus subtil, un arôme qui le pousse à parcourir des kilomètres pour satisfaire sa plus vieille envie, le miel. À 40 mètres de hauteur, une ruche est suspendue à une branche. Un ours plus gros serait incapable de l'atteindre sans casser la branche ou risquer une chute mortelle. Mais pour l'ours malais, c'est un défi gérable. Avec ses griffes acérées et recourbées, il grimpe sans effort. Il ne s'arrête jamais. En s'élevant, les abeilles sentent sa proximité. Ils forment un nuage défensif, mais leur peau résiste aux piqûres sans émettre une seule plainte. Il atteint la ruche, insère sa longue langue et extrait le miel dense. Ce n'est pas assez de nourriture pour toute la journée. Il devra marcher des kilomètres pour en trouver, fendre des bûches, casser des pierres et fouiller partout. Mais ce moment est une victoire. L'ours malais est un animal solitaire au tempérament imprévisible. Il ne tolère la proximité d'un autre individu que dans les zones où la nourriture est abondante. Les combats entre eux sont violents et brefs. Ils s'arrachent mutuellement la peau avec leurs dents et se limitent rarement à des menaces. Ce sont des créatures qui, malgré leur taille, conservent le tempérament brutal des grands carnivores. Plus qu'un ours, ce spécimen s'est progressivement transformé en un prédateur opportuniste, presque un primate. Grimper, s'accrocher, escalader, détruire. Chaque jour, il traverse de vastes étendues car la jungle ne lui offre aucun répit et la survie exige un mouvement constant.
En Indonésie, l'apparence importe peu. Ici, un félin de la taille d'un chat domestique peut renverser des oiseaux adultes des branches et un ours d'à peine 1 mètre peut fendre des troncs d'arbres avec ses griffes et grimper aux arbres comme si la gravité n'existait pas. Sur ces terres, l'évolution a récompensé non pas les plus grands mais les plus adaptables. Et grâce à cette adaptation, chaque créature a trouvé le moyen de dominer. Mais en Indonésie, un phénomène tout à fait incroyable se produit. Dans ces régions, certaines créatures semblent refuser d'accepter le temps qui passe. À Sulawesi, une île au sol chaud et aux cendres anciennes, un oiseau d'apparence préhistorique continue d'accomplir un rituel hérité d'une époque où de grands reptiles régnaient encore sur la Terre. Le maléo habite ce paysage ancestral. Son plumage sombre contraste avec son ventre pâle, couleur saumon, et une crête rigide de plumes noires s'élève au-dessus de sa tête, reflet fidèle d'une espèce qui préserve des traits très anciens dans un environnement changeant. Cette structure, rappelant vaguement les casques osseux de certains dinosaures du Crétacé, a survécu dans son espèce sans que personne ne puisse expliquer son utilité avec certitude. Certains naturalistes suggèrent qu'il contribue à dissiper la chaleur, d'autres qu'il remplit des fonctions sociales et reproductives. Mais ici, à Sulawesi, son importance est brouillée par les vapeurs volcaniques et les légendes locales. Le maléo ne niche pas dans les arbres et ne construit pas d'abri parmi les feuilles. Cette pratique est plus ancienne. Rechercher des plages de sable noir, des clairières de sable chaud ou des affleurements de sol volcanique. Là où la température du sous-sol atteint le bon niveau, il creuse un trou profond avec ses pattes puissantes. Ils ne le font pas seuls. Mâles et femelles, unis en couple monogame, œuvrent en silence, comme leur espèce le fait depuis des millions d'années. Ce qu'elle pond dans cette cavité n'est pas un simple œuf. C'est une capsule vitale disproportionnée, pesant plus que tout autre pondu par un oiseau par rapport à son corps, littéralement 1/3 de sa masse. Le maléo ne revient pas s'occuper de son petit. Il enterre l'œuf sous le sable chaud et s'en va pour de bon. Lorsque la chaleur géothermique a terminé son action, le poussin commence à percer la coquille. Avec un effort lent mais constant, il creuse le sable qui la recouvre. Émergeant à la surface, seul et entièrement emplumé, dès ce premier instant, il est capable de courir ou de voler. Ce comportement n'est pas une bizarrerie fortuite. C'est un vestige d'un passé où des dizaines d'espèces de dinosaures théropodes utilisaient des cendres volcaniques et des sables thermiques pour incuber leurs œufs, sans la surveillance d'un adulte. Ce qui se passe aujourd'hui à Sulawesi s'est également produit il y a 70 millions d'années dans les plaines d'Asie et sur les rives d'anciens lacs tropicaux. Le maléo a résisté au passage du temps sans céder un seul pas à la modernité biologique. Mais tout n'est pas parfait dans sa vie car son territoire est limité. Il vit exclusivement dans les jungles et sur les pentes volcaniques. Malgré son apparence lourde et pataude, il est capable de parcourir de longues distances entre la forêt et ses lieux de nidification. Il court à une vitesse surprenante et, bien que ses ailes semblent insuffisantes, il peut planer sur de courtes distances, se déplaçant d'un arbre à l'autre ou évitant de petits prédateurs. Certains rituels précédant la ponte renforcent leur caractère primitif. Les couples marchent côte à côte, la tête levée, émettant des cris profonds et secs, entrecoupés de longs silences. Point de décoration, pas de démonstration de couleurs, ni de parades nuptiales exubérantes. Juste 2 corps lourds avançant à travers des colonnes de vapeur, marquant un territoire qui leur appartient depuis des siècles. Le maléo, avec son œuf disproportionné, ses poussins précoces et sa préférence obstinée pour les sols chauds, semble nous rappeler à chaque pas qu'en Indonésie, il existe des créatures qui ne se sont pas résignées à céder leur place au temps. À travers ses jungles et ses côtes, l'Indonésie parvient à découvrir les secrets de créatures qui seraient l'exception ailleurs. Mais ici, elles sont la norme. De la force implacable du tigre de Sumatra, prédateur de traques, de muscles et de calculs, aux reptiles colossaux de Komodo, héritiers d'une lignée jurassique qui continue d'exiger du sang sur les îles sèches, en passant par les cieux couverts de branches, où les orangs-outans apprennent à leurs petits à lire la jungle, à survivre sans professeur. Même parmi les plus petits spécimens, comme l'ours malais, réduit par des générations de pénurie, une volonté brutale demeure, capable de déraciner des arbres pour extraire des insectes,
ou de grimper à 40 mètres pour quelques gouttes de miel. Il n'y a aucun moyen de découvrir la faune indonésienne sans rencontrer la normale. C'est un ensemble de survivants improbables, de singularités que l'évolution a choisi de préserver. Et bien que le voyage à travers cet archipel s'achève ici, il existe encore des îles inexplorées, des créatures encore inconnues et des comportements qu'aucun œil humain n'a jamais observés. L'Indonésie n'est pas un lieu, c'est un témoignage vivant de tout ce que le monde a pu produire et de tout ce qu'il peut encore cacher.